Bonjour, Bonjour à tous. ravie absolument d'être avec vous ce matin. Alors, je suis Priscilla Rosé-Pagès, je suis cofondatrice et partenaire d'AgriLife Studio, qui est un start-up studio à impact dédié à l'agritech. On est en plein dans les sujets aujourd'hui. En fait, notre métier chez AgriLife Studio, je dirais, c'est trois choses. Un, c'est identifier les grands enjeux, les grands marchés autour de l'agriculture de demain, de l'alimentation saine et durable et du biosourcé. Vous voyez, beaucoup de sujets présentés aujourd'hui complètement en ligne avec nous. Et en fait, c'est comment j'en suis arrivée là. C'est que moi, je suis, peut-être à votre grand étonnement, je ne suis pas ingénieure, je suis désolée. Je suis de parcours business, école de commerce, executive MBA à HEC, Sciences Po. On se demande pourquoi est-ce qu'ils m'ont invité. Mon parcours de 25 ans d'expérience professionnelle a été surtout sur des fonctions stratégie, business développement, entrepreneuriat, impact et innovation. J'ai créé une entreprise dans les fintech 2005-2006, époque dinosaure pour vous, je n'en doute pas, que j'ai revendue, non sans difficulté, une femme dans le web, non ingénieure. J'ai eu un certain nombre de commentaires de financiers à l'époque assez corsés, mais je ne vais pas y revenir. Et puis j'ai rejoint le groupe Air Liquide en 2015. 40 ans, quête de sens. Je leur ai dit, prenez-moi comme stagiaire, parce que j'ai envie. Donc j'ai augmenté la moyenne d'âge d'un coup pour créer du business à impact qu'on appelle l'inclusive business. C'est en fait du business sur le marché de la base de la pyramide, qui sont les 4 milliards de personnes qui gagnent moins de 10 $ par jour dans le monde. C'est un marché énorme, en fait. Et mon job a été de repenser le cœur business du groupe Air Liquide. L'oxygène de soudage, comment le rendre accessible aux ferrailleurs informels au Maroc. On a travaillé là-dessus. L'oxygène médical, comment le rendre accessible aux petites structures de santé, qu'on appelle les centres et postes de santé en Afrique. Ou encore des solutions de conservation en froid pour les petits pêcheurs aux Philippines avec de la carboglace ou du CO2. Les challenges étaient multiples, économiques, comment être profitable, logistique, politique et technologique. Et j'ai bien évidemment travaillé avec beaucoup d'ingénieurs. Et la contrainte créant l'innovation, nous avons réussi aujourd'hui, ça fait partie du plan strat du groupe Air Liquide. Et puis après, rapidement, après ces 5 années, vous en doutez, passionnantes, je suis devenue directrice d'investissement dans le fonds corporate du groupe Air Liquide. Passionnant également, investissant dans le biométhane, l'aéroponie ou encore la santé. Et il y a un an, j'ai fait une rencontre absolument géniale, qui fait que j'ai rencontré mon partenaire, en fait, avec qui j'ai créé AgriLife Studio, parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie quête de sens, en fait, vraie volonté de travailler sur ces grands enjeux qui sont comment contribuer à l'agriculture de demain face au changement climatique. Enjeu de dingue. Voilà. Et c'est ça qui nous aligne et c'est ça qui fait que j'ai quitté Air Liquide pour créer AgriLife Studio. Donc enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Renan. Je suis un peu ému d'être ici parce que il y a 15-20 ans, j'ai failli faire un PhD et au final je ne l'ai pas fait. Et je me demandais vraiment ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Du coup, pour éviter d'avoir à choisir, je me suis dit que j'allais faire plaisir aux autres gens, donc tous les gens qui me disaient à peu près ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai passé 10 ans à essayer d'être normal, donc avoir des jobs normaux, donc être consultant, être patron d'usine, être patron de la supply chain. Les jobs, ça allait un peu, mais par contre, la nuit et les week-ends, j'allais au hackerspace, ou alors j'étais dans des groupes de hackers un peu, voilà, qui essayaient de faire des trucs. Et en fait, au bout de 10 ans, je me suis dit, mais en fait, Renan, quand même, quand tu avais 7 ans, tu as démonté la télé des parents, tu t'es fait engueuler parce qu'il y a un mois ou quand tu avais 12 ans, il y a l'équivalent du salaire de ton père qui est passé en facture internet, parce qu'à l'époque, on payait à la minute. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, et puis tu mets des chemises, mais la nuit et les week-ends, tu mets des hoodies et tu vas faire des trucs avec les mecs qui font du hack. Donc il y a un moment, il va falloir s'y mettre. Et donc j'ai créé mon entreprise. Moi, le déclic créatif dont Xavier parlait, c'était que je trouvais que les gens n'étaient pas très contents à leur job, en fait, en moyenne. Surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie. Et donc, je me suis dit, on va juste créer un algorithme et on va remplacer les RH pour dire qui doit faire quoi, globalement. Parce que je pensais que c'était un problème plutôt mathématique. On a fait plein d'erreurs en 3-4 ans, mais à la fin ça a très bien marché. On est allé à San Francisco, on faisait beaucoup de recrutement, notamment au Brésil, et j'ai découvert la Silicon Valley, et des gens ont racheté ma boîte, donc des gens ont racheté mes parts. Et là je me suis retrouvé, j'avais un peu d'argent, chose que j'avais jamais eue dans ma vie, et puis c'était pas vraiment dans le plan en fait, c'est pas le sujet.
Et 4 semaines après que j'ai eu de l'argent sur mon compte, ma femme m'a dit « Renan, tu tournes dans le salon, comme ça. Et c'est très très chiant, donc il faudrait que tu trouves quelque chose à faire, si c'est possible. » Et je me suis dit « Ok, bon, j'ai passé 10 ans dans les usines. J'ai vu un peu la tech à San Francisco. On va essayer de mettre de la tech dans les usines. » Vous voyez le truc un peu. Et donc j'ai créé OSS Ventures, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, qui est un fonds d'investissement et un startup studio qui donc soit crée des startups, soit investit dans des startups qui mettent de la tech, voire de la deep tech, voire ce que nous on appelle la frontier tech, donc des trucs vraiment complètement incroyables, dans les usines. Donc voilà, ça fait presque 4 ans, 3 ans et demi. On a créé 15 boîtes, on a investi dans 4 boîtes, et en tout, on est dans 1200 usines. Il y a un peu plus de 500 personnes qui travaillent dans l'ensemble de ces entreprises. Et si j'essaye de résumer ce qu'on fait, on essaye que les rêves de tous les entrepreneurs et tous les trucs un peu complètement fous qu'ils disent, on essaye que ça arrive dans la vraie vie. Voilà, avec du capital et aussi avec toute une équipe qui essaye de faire de ça une réalité. Exactement, c'est vraiment en fait la difficulté, et tous les intervenants ont présenté tout à l'heure, c'est de se dire comment je passe du labo à la réalité, comment je passe de l'idée. D'abord, il faut y aller, ça c'est vrai, il faut oser y aller, mais après, il faut des écosystèmes pour créer tout ça. Et le modèle du Startup Studio, comme celui de Ronan ou comme AgriLife Studio, nous paraît franchement extrêmement pertinent. Et j'ai quand même oublié quelque chose en me présentant tout à l'heure, parce que je vous sentais un peu inquiet du fait que je ne sois pas ingénieur agro. Rassurez-vous, mon partenaire, qui est donc ma super rencontre, c'est un ingénieur agro. Ouf. Voilà, je voulais juste vous rassurer quand même. Peut-être un petit exemple, du coup, pour passer de l'idée à la concrétisation de ce que nous faisons. Alors, un exemple chez AgriLife Studio. On parlait, et c'est que Xavier, je crois qu'il parlait de la biodiversité. Marché, enfin voilà, un enjeu de dingue. Un enjeu de dingue. L'actualité nous en parle, hein, le pacte vert européen. Il y a quelques mois, l'Europe a mis la biodiversité au centre, en fait, hein, véritablement de ces enjeux, avec un horizon à 2030 d'amélioration de la biodiversité. Donc cet enjeu-là, c'est ce que l'on veut traiter chez AgriLife Studio. Donc on a rencontré une team de 3 personnes, dont un chercheur particulièrement brillant. Ils sont tous brillants. Je n'en doute bien évidemment, et en fait qui a développé un procédé combinatoire spectroscopie / métagénomique, vous voyez, je peux quand même parler un petit peu technique, pour travailler sur, en fait, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est l'analyse de la biodiversité. Concrètement, notre job, là, c'est quoi, en tant que Startup Studio? En fait, c'est les aider à identifier les marchés d'application, en fait, et les bons business models. Là, aujourd'hui, en fait, dans leur marché d'application test, ils se disent fourrage. Fourrage, analyse de la fermentation. Effectivement, c'est un vrai sujet pour les animaux, par exemple. Si je prends le cas de la vache laitière, elle mange un mauvais fourrage, elle ne produit pas beaucoup de lait. Conséquence pour l'animal, mais conséquence pour l'agriculteur qui fait moins de chiffre d'affaires. C'est un marché d'application intéressant. Mais nous, ce qu'on a vu derrière, et notamment grâce aux mentors, ce qu'on a dans les écosystèmes de Startup Studio, on a des experts qui nous entourent. On a un expert biotech qui nous a dit « mais ce truc-là, franchement, c'est un truc de dingue ». On peut travailler sur l'analyse du sol, la méta, le biochar, l'eau, donc enjeu majeur. Donc en fait, c'est ça. On est en train de travailler du coup sur comment ça devient une réalité, et comment on peut en faire un business model et comment se positionner. Notre deuxième job, c'est toujours avec nos chercheurs et nos mentors biotech, c'est de se dire, OK, d'analyser ce qu'on appelle la TRL, hein, le niveau de maturité de la techno. Qu'est-ce qui est avec un premier go-to-market intéressant? Aujourd'hui, sur le sujet du fourrage, c'en est un. Mais si on veut aller sur la biodiversité, il y a encore du job à faire. Donc, on est en train de voir cet agenda et ses besoins de financement. Troisième action que l'on fait avec eux, c'est l'impact. AgriLife Studio, on est start-up à impact. Et ce n'est pas un mot comme ça, je vous assure que c'est vraiment un alignement. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec une plateforme pour identifier dès le départ, de manière granulaire, sur qu'est-ce qu'on va mettre comme critères d'impact que l'on doit suivre dès le départ. Et c'est essentiel aussi pour la valorisation de la start-up, et je pense que tu es d'accord avec moi, lorsqu'à un moment donné, on ira en série A ou en série B, les investisseurs cherchent ces critères de start-up, ces critères d'impact, il faut les rendre tangibles. Et la quatrième action qu'on fait, c'est la team, c'est la partie RH. Vous parliez de la multidisciplinarité qui est clé, c'est une évidence. Et en fait, cette team, elle est bien évidemment super. Le chercheur, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur cette partie-là. C'est le chercheur entrepreneur, fondateur. Mais en fait, nous, notre job, c'est d'essayer de voir quelle est la team complémentaire, pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. Cette team complémentaire, notamment, il y a besoin d'un exec.
d'un mec marché, d'un mec qui connaît le terrain, qui sait aller vers... Et c'est peut-être d'ailleurs potentiellement un CEO, mais c'est pas grave. Il y a plein de postes possibles. Donc là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc peut-être pour conclure, parce que je suis un peu longue, je parle beaucoup, il ne faut jamais me donner un micro. Peut-être pour conclure, en fait, je dirais quoi? Je dirais que vous avez de l'or dans les mains. Franchement, et c'est un ingénieur qui vous le dit, vous avez de l'or dans les mains parce qu'avec la deep tech, on peut challenger énormément de sujets. Je l'ai fait pour rendre accessible l'oxygène médical pour les petites structures de santé. On va le faire chez AgriLife Studio. Et en fait, que vous souhaitiez être le CEO, le CSO, entrepreneur, mais un team member aussi. Honnêtement, on a besoin de vous. Et en l'occurrence, chez AgriLife Studio, moi, j'ai besoin de compétences comme vous. Hein, donc, welcome. Voilà, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie sur Full Speed Automation. Bien sûr, bien sûr. Une histoire de Full Speed Automation. Donc, Full Speed Automation, c'est une des entreprises qu'on a quasiment co-créée. On a investi assez massivement dedans. Le premier truc que je voudrais vous dire, c'est regarder partout autour de vous, là, partout. En fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous portez, tout ce sur quoi vous êtes assis, tout a été construit dans une usine. Voilà. Qu'en fait, tout vient d'une usine. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut changer le monde, il faut changer la façon dont on produit. Or, il y a eu beaucoup moins d'innovation dans ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire les choses physiques, que dans le monde du digital, dans les 20-30 dernières années. Alors pourquoi? C'est pas parce que les mecs du software ils sont plus intelligents que les autres, hein. J'en étais, donc c'est n égale 1, mais bon, ça vous renseigne. C'est parce qu'il y a eu la loi de Moore, c'est-à-dire que tous les X années, on doublait la capacité. Et aussi parce qu'en fait, on peut, ce qu'on appelle dans le métier, scaler hyper facilement le digital. Ça veut dire, vous appuyez sur un bouton, vous prenez 5 serveurs de plus chez Amazon, c'est bon, le truc est fait, vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Vous voulez faire x5 sur une production, bonne chance. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas cette scalabilité dans le monde physique, c'est que encore maintenant, si vous prenez l'ensemble de la valeur ajoutée de toutes les choses physiques, en moyenne, il y a à la grosse entre 30 et 40% d'humains. Voilà. Alors, avant, il y avait 90% d'humains. Donc c'est descendu de 90% à 30 à 40%, parce qu'il y a eu le moteur à explosion, parce qu'il y a eu l'électricité, parce qu'on a créé les machines-outils. Mais il y a encore 30 à 40% d'humains. Sauf que les humains, ils font plus exactement le même truc. Les gestes physiques, il n'y en a pas tant que ça. Le vrai humain qu'il y a dans tout ce que vous avez autour de vous, c'est de l'humain qui va essayer de parler à des machines, qui va essayer d'orchestrer des machines, qui va faire de la programmation sur les machines, qui va faire en sorte que en fait, les machines fonctionnent de la façon dont les humains veulent qu'elles fonctionnent. Créer des nouvelles machines, etc. Et donc ça, c'est un des trucs qui fait que la production physique dans le monde, ça ne scale pas, et que du coup, vous êtes assis sur une chaise, je vous mets 30 ans en arrière, globalement, les chaises, c'est les mêmes, alors qu'il y a 30 ans, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de digital, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Google. Donc on voyait ça et on réfléchissait, on était dans ce moment de créativité. Et il y a Luc Leroy qui est venu nous voir. Et donc Luc Leroy, ancien numéro 13 de Tesla, j'en profite pour dire que chez Tesla, il y a plein de Français, il n'y a que ça, que des Français chez Tesla. Et il vient nous voir et il dit, je vois le même truc que vous, et moi j'ai une idée, c'est que les machines elles vont s'autoprogrammer sans nous, quelle que soit la machine et quels que soient les types de machines. On a dit ok, on va essayer. Et c'était le début de Full Speed Automation. Et donc Full Speed Automation, un des trucs assez marrants, c'est que je pense que c'est une des seules boîtes dont le siège social est à Angers et qui fait toutes ses ventes dans la Silicon Valley. Donc il y a 10 PhD qui sont à Angers et qui codent des trucs et après on vend à Tesla. Donc c'est plutôt pas mal. Puis ça fait, pour la balance commerciale, ça fait revenir des dollars. Donc on s'est dit que c'était bien. Ça a pris une team de 10 PhD et 4 innovations fondamentales. Je crois qu'on a des brevets qui sont en cours d'être déposés. Mais maintenant, on arrive à ce qu'on dit à la machine ou au robot « pick the blue box ». Et quelle que soit la blue box, quelle que soit là où elle est, quelle que soit la forme de la blue box, et sans avoir été programmé, le robot, il pick the blue box. On peut dire aussi, quand le robot Schneider, il y a ça qui s'est passé, alors le robot Siemens, il faut qu'il aille par là. Et ça, la machine le comprend, les machines le comprennent. Le code est autogénéré en temps réel et les machines peuvent apprendre elles-mêmes à faire ça.
Alors, est-ce qu'on est à la scalabilité dans le monde du physique par rapport au monde du software? Pas encore, mais on y travaille, et surtout, il y a déjà des premiers clients. Donc les premiers clients, c'est Tesla, c'est Renault, c'est toutes ces boîtes-là. Et en fait, qu'est-ce que nous, on a appris dans ces quelques années, depuis qu'on a participé à Full Speed Automation? Déjà, pour que ce soit possible, il faut tout le temps de la deep tech. Donc on est allé chercher de façon sélective des technos dont on n'était pas sûr qu'elles existaient, pour essayer de régler le problème et le problème business qu'on avait identifié. Donc parfois, faire une entreprise, c'est un puzzle avec plusieurs parties de deep tech. 2, ce que Vercor a dit, interdisciplinarité, est hyper important d'avoir plusieurs personnes. Et 3, il faut de l'argent. Donc c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a des investisseurs, et c'est pour ça que BPI est là. Voilà, donc si vous voulez visiter à Angers, la seule usine qui exporte en Californie du software, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Priscilla et Renan. C'était vraiment très intéressant. Et maintenant, on va appeler les 4 derniers pitchers. Donc, Lucrezia, Ellie, Jonathan et Florian nous rejoindre. Donc, je vous laisse vous asseoir sur les 3 petits plots. En attendant, on va vous remettre le QR code à l'écran. Donc, pour certains, ça ne marche pas très bien, mais il y en a beaucoup qui arrivent à voter. Donc, n'hésitez pas à réessayer de vous connecter. Voilà, on vous le laisse encore un petit peu. Et ensuite, on va commencer par Lucrezia Carboni. Donc, elle fait des maths, elle court et adore bivouaquer en montagne en week-end. Son équation à résoudre, c'est intégrer la nature en ville. Fermez les yeux. Nous sommes le 4 août 2033. Vous êtes chez vous, dans votre ville. Vous avez un appartement au premier étage d'un copropriété. Vous vous souvenez de la canicule il y a 10 ans. C'était 2023, il faisait tellement chaud. Mais aujourd'hui, vous avez une façade végétalisée sur votre bâtiment. Convaincre la copro n'a pas été facile. Mais dès que Vergora vous a aidé à la mettre en place, vous avez remarqué la différence tout de suite. Et vos voisins aussi. Ils ont déjà notre magnifique jardin vertical en cours d'installation. Vous en voyez de plus en plus en vous baladant par les rues de la ville. Du lierre, de la glycine, plein d'autres plantes, de la nature qui reprend enfin sa place dans la grise austérité du béton. Vous pouvez en apprécier l'odeur en passant à côté. Vous respirez un air plus frais, sentez un odeur plus légère. Le brouhaha urbain est remplacé par le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, les doux tintements du vent dans les feuilles. Sur votre chemin pour aller au travail, il reste qu'une petite zone bétonnée. Vous avez décidé d'en offrir 1 mètre carré à votre ami qui habite en face. Il sera content de contribuer au changement. Mais ouvrez les yeux. Nous sommes encore en 2023 et tout cela n'est encore qu'un rêve. La ville, grise, inerte, polluée. Moi, j'ai décidé de faire de ces rêves une réalité. Et vous ? Timing parfait. Donc maintenant, je vais appeler Élie Morin. Il n'est pas très grand, mais il trouvera des solutions vues du ciel pour donner de la hauteur à vos projets. Des oiseaux, des écureuils, des hérissons, des papillons, des abeilles sauvages, ça y est, on a réussi. On a réussi à rendre les villes plus vertes et agréables. Ça, c'est grâce aux arbres qu'on a plantés de manière stratégique, les surfaces qu'on a déminéralisées. Ça a permis de faire revenir la biodiversité en ville et de créer des espaces de fraîcheur contre les vagues de chaleur. Depuis, on a évité pas mal de dépressions et de coups de chaud. Cette situation, c'est pas de la science-fiction, c'est à portée de main et c'est aujourd'hui que ça se passe. 43,7 degrés, c'est la température enregistrée cette année à côté de Toulouse. Et ouais, c'est un sujet chaud, c'est le grand challenge du 21e siècle, s'adapter au changement climatique. C'est chaud pour nous, mais aussi pour tous les organismes vivants. Du coup, la solution, c'est un peu les arbres. Rendre les villes plus vertes, les renaturer pour qu'on soit mieux dans nos têtes, apporter un peu de fraîcheur. C'est bien aussi pour la biodiversité qui subit en plus de ça l'urbanisation et l'artificialisation des sols. Ce que je propose, c'est d'innover grâce à la cartographie. Jongler entre les images satellites, l'intelligence artificielle et les modélisations pour mieux comprendre notre environnement actuel
cartographier son passé, mais aussi prédire l'avenir. Tester des scénarios avant même qu'ils arrivent pour optimiser nos aménagements, savoir exactement où planter des arbres. Ces solutions, elles sont adaptées à chaque ville, chaque écosystème, pour traiter les problématiques écologiques sans négliger les aspects socio-économiques. À nous de trouver ces solutions, soyons acteurs de ces changements, et si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, retenez juste le nom de mon entreprise, Pictamap. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais laisser venir Jonathan Filippo. Donc, il a couru plus de 2000 km dans les Calanques. Il a exploré plus de 300 endroits, grimpé 3 sommets de 4000 mètres quand même. Et partout, absolument partout, il y avait des déchets. Bonjour, j'habite Paris en 2030 et depuis qu'ils ont installé ce nouveau compresseur de déchets dans ma rue, il y a toujours de la place pour jeter mes poubelles. Quand je me balade, il n'y a jamais un seul déchet par terre. Les éboueurs passent moins souvent. On m'a raconté que ce compresseur permet de mettre 5 fois plus de déchets à l'intérieur des bacs roulants des villes et des entreprises. Il est autonome et intelligent et apparemment, il communique même en temps réel pour optimiser les tournées de ramassage de déchets. En plus, il est cool, il est design et dans chaque rue, il est différent, car il est personnalisable. Son nom, c'est WIP. Il permet de faire d'énormes économies sur le budget salubrité des villes et des entreprises. Et chaque année, par WIP installé, c'est plus de 300 kg de déchets qui sont évités dans la nature. Oui. On a donc une... En plus, qui ne s'est jamais trompé en faisant le tri des déchets, aujourd'hui, le WIP le fait pour vous. Concrètement, on a une collecte 2.0, puisque cette dernière est 5 fois plus rapide, 5 fois moins onéreuse, plus écologique, et elle permet de faire d'énormes économies, notamment en réduisant les coûts de nettoyage des rues, qui sont compris aujourd'hui entre 20 et 100 000 euros par kilomètre. WIP est présent en France et à l'étranger, dans des villes qui connaissent le problème d'insalubrité, mais aussi d'autres qui sont plus tournées vers le futur. Là où il n'y a plus de déchets, c'est parce qu'il y a WIP. Je suis Jonathan Filippo, fondateur de Waste in Peace. Aujourd'hui, on voit bien que la gestion des déchets doit être optimisée si on veut sauver la planète et si on veut faire de grandes économies. J'aime la ville, mais j'aime encore plus la nature. Et aujourd'hui, je vous assure que du niveau de la mer jusqu'au sommet du Mont Blanc, il n'y a pas un seul endroit où je n'ai pas retrouvé de déchets. Il y a des milliers de déchets partout, mais il y a aussi des milliers d'endroits sans poubelle adaptée. Alors, sans poubelle adaptée, alors rendons les villes aux habitants et laissons les déchets reposer en paix dans Waste in Peace. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. On nous rappelle que ce n'est pas un exercice facile de passer devant vous tous, donc merci beaucoup pour votre bienveillance. Et maintenant, j'appelle Florian Lombardo. Donc, en 2030, Florian est promeneur du web. C'est une profession du social apparue en 2016 en Suède. Il effectue des maraudes sur les réseaux sociaux. Alors, comme je vous le disais, je suis promeneur du net. Et lors de ma dernière promenade, je suis tombé sur Facebook sur ce message d'Alain pas bien. Alain ne va pas bien. Il pleure tous les soirs et il pense en finir. Je suis resté quelques minutes et rapidement, 7 personnes sont intervenues pour apporter leur soutien. Moins d'un quart d'heure plus tard, 12 réactions. Charlotte Papote qui propose d'échanger en privé. Bastien Soutien qui apporte un témoignage. Ouf, Alain pas bien va mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que l'application PER, qui repose sur un algorithme de détection des messages de détresse suicidaire, s'est activée et a invité la communauté qui lui est associée à s'impliquer. Aujourd'hui, Alain pas bien est pas terrible. C'est un témoignage qui vient d'une vraie enquête de sociologie des réseaux sociaux et vous constatez que ça fait déjà 23 semaines que Alain pas bien n'a eu aucune réaction. Plus généralement, le suicide, aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité accidentelle en France devant les accidents de la route. Cela représente plus d'1 mort par jour pour les 15-24 ans et 1 mort toutes les 40 secondes dans le monde. Ça fait à peu près 1 minute 20 que je parle. Pour ceux d'entre vous qui connaissent leur table de 40 secondes, vous sentez le malaise.
Mais rassurez-vous, ça ne s'arrête pas là, puisque avec Pair, nous tous, nous pouvons devenir des membres de la communauté de Pair pour recevoir ces notifications et aller faire en sorte que tous les Alain Paille Bien aillent un peu mieux. Alors j'ai envie de vous demander maintenant d'applaudir ceux et celles d'entre vous qui deviendront des Charlotte Papote. Allez-y, allez-y pour de vrai. Merci, ça fait plaisir. Des Bastien Soutien et surtout de rappeler à tous les Alain Pas Bien que bientôt ça ira mieux. Merci. Merci beaucoup. De nouveau, on assiste à des pitchs qui sont vraiment hyper sympas, donc merci pour vous. Et maintenant, c'est Renan et Priscilla qui vont pouvoir leur poser des questions ou réagir si vous le souhaitez. Tu y allais? Je commence. Alors, il y en a 4, donc peut-être qu'on se répartit, sinon on va rester 10 minutes. Alors, je vais peut-être commencer par les femmes d'abord, hein, il faut toujours... Donc, Lucretia, alors, tu te doutes bien, ton sujet est particulièrement intéressant pour AgriLife Studio, hein, on est vraiment sur cette thématique-là. On la regarde d'ailleurs, hein, ces îlots de chaleur en ville sont c'est absolument un sujet crucial. Juste un élément, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais il y a l'atelier de l'urbanisme à Paris qui a sorti une étude sur l'agglomération parisienne là-dessus, en benchmark, mais ça peut peut-être être intéressant pour toi. Et deuxième conseil, mais c'est un peu notre job hein, en Startup Studio, il y a un salon que tu connais, Paysalia, qui va aussi avoir lieu autour de Lyon sur ces thématiques-là et qui va parler de ce problème en fait de la végétalisation, enfin cette solution de la végétalisation urbaine. Donc bref, pour dire que tu adresses un sujet majeur et qui est absolument intéressant. En fait, je voulais plus en comprendre comment tu voyais le go-to-market et le business model, en fait. Voilà, c'était un peu cette partie plus économique qui m'intéresserait de mieux Merci pour comprendre. la question. Effectivement, j'ai expliqué le rêve, mais pas exactement qu'est-ce que je veux faire. Et du coup, en fait, Vergora, ça sera une plateforme de mise en relation pour accélérer la végétalisation de villes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire de la mise en relation avec tous les acteurs de la végétalisation urbaine pour pouvoir accélérer la transition. Et donc, ça sera principalement le bénéficiaire, donc propriétaires d'espaces, qui puissent mettre à disposition leurs espaces pour accueillir du vert, notamment dans une façade, pour faire des façades végétalisées, les experts de l'aménagement vert, et ensuite les sponsors, donc la création de sorte de cagnotte dans laquelle tout le monde puisse participer financier pour la végétalisation. Merci. Je te laisse la deuxième question, peut-être à un autre pitcher. Jonathan, tu as fini avec Héroïsme, donc bravo pour ça. J'ai des questions sur ton business model. Clairement, les déchets, il va y avoir une loi qui sort en 2024. On n'a plus le droit de jeter un os de poulet dans la poubelle normale. Donc ça va être comme le plastique, etc., y compris dans les entreprises. Donc tu es clairement sur un sujet, la séparation de flux, le fait que ça se compresse, etc. Dans ta tête, à qui tu vends? Est-ce que tu as déjà des premiers clients ou des idées de qui seraient tes clients potentiels? Donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'entités qui sont intéressées. Ça peut être des publics, des mairies, mais ça peut être aussi des entreprises privées, car aujourd'hui, la collecte des déchets privés se paye très cher. Et la dernière fois aussi, une petite anecdote, je parlais avec un capitaine de bateau de l'OTAN, je ne sais plus trop, sur des bateaux militaires, et il me disait que ça serait très utile sur ce type de bateau, ou encore une entreprise en milieu qui fait de l'hôtellerie, de la restauration et de la gestion des déchets en milieu extrême. Donc c'est vraiment un projet qui est utile pour tout le monde. C'est sûr. Et du coup, tu es en phase, tu as déjà un prototype qui tourne, tu es en train de le construire? Donc comme vous imaginez, le prototype il coûte assez cher. Donc aujourd'hui, je suis en train de réunir les fonds pour lancer le premier démonstrateur et par la suite trouver des investisseurs. Super, et bravo. Peut-être un truc qui est, de façon un peu contre-intuitive, avoir 3 clients qui sont dans la même verticale, dans le même business, et chez qui tu as montré que c'est 10 fois mieux avec toi que sans toi, c'est mieux que d'avoir 3 clients dans des endroits différents. Parce que ce que ça veut dire, c'est qu'après, tu peux prendre un marché, le ratiboiser, et les investisseurs, ce qu'ils aiment bien, c'est quand je mets de l'argent, que très vite, tu prends une verticale, et après, tu en prends une autre. Donc juste pour répondre à ça, pour les premiers dispositifs qui seront vendus, c'est plutôt pour des entreprises, parce que c'est plus simple que de passer par les publics, bien évidemment. Très bon choix. Merci. Merci. Jonathan, peut-être une question. En fait, c'est évident que tu adresses un sujet absolument majeur et qui est d'autant plus d'actualité. Pas Jonathan, Florian, pardon. Bon, excusez-moi. Je regarde Florian et je pose la question à Jonathan, je suis désolée.
Donc oui, Florian, sur la partie donc du suicide, bien évidemment, l'actualité, hélas, nous donne aussi des sujets de préoccupation, notamment à l'école. En fait, et je voulais savoir comment tu peux traiter et comment ce que tu projettes de mettre en place peut traiter ces solutions, notamment par rapport au harcèlement scolaire. Alors, pour tout vous dire, le harcèlement scolaire, ça a été une des portes d'entrée des enquêtes sciences sociales qu'on a menées. Donc effectivement, c'est assez adapté parce qu'en fait, le réseau social va être un lieu d'expression privilégié pour les jeunes, notamment les jeunes qui, du fait d'un parcours assez rythmé par les parents, dans le cadre école, maison, etc., n'ont pas forcément d'autres occasions, en fait, tout simplement de s'exprimer. Donc ça, c'est pas mal, ça marche bien. D'un point de vue technique et social, ça marche très bien de détecter ces messages, d'aller les voir pour les suivre. Il y a des associations spécialisées. L'enjeu pour nous, en revanche, il est juridique, parce qu'à partir du moment où on collecte des données à propos de personnes mineures, alors déjà que des personnes majeures, c'est quand même assez technique, mais des mineurs, vraiment, c'est un no-go définitif. Donc j'imagine que c'est plus une question qui se posera en termes juridiques quand on en sera là. Voilà. Oui, voilà, c'était un peu du coup ma question, parce que comme tu touches à à un moment donné, il y a l'autorité parentale, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme les parties prenantes, donc du coup, tu t'y as répondu. Et derrière, c'est qui? C'est les écoles qui t'intéressent? Ce sont les mairies? Ce sont les... Enfin, qui seront tes... Encore une fois, on est toujours très business avec... excuse-nous, hein, enfin, mais c'est que comme ça que ça marche, et que si on veut créer de l'impact, il faut qu'il y ait un business model qui marche. Enfin, voilà. Donc comment tu valorises tout ça et comment tu en fais une réalité économique? Alors pour l'instant, on a deux pistes et deux hypothèses. C'est pas encore décidé si ce sera l'une, l'autre ou les deux. La première, c'est la piste publique, parce qu'on propose en fait d'adresser de la prévention de manière plus efficace et moins chère que les dispositifs actuels, ou en tout cas de manière complémentaire. Par exemple, en France, on n'a pas de prévention par les pairs sur le suicide, alors que c'est par ailleurs avéré que ça marche très bien. Donc ce serait pouvoir public, ARS, ministère de la Santé, etc. Mais la piste secondaire, ce serait plutôt de collaborer avec des géants du net qui ne sont pas forcément préoccupés par ces problématiques, ou en tout cas qui, même s'ils ont les capacités techniques de lever un algorithme, n'ont pas en fait le background sciences sociales qui leur permet de monitorer une communauté bienveillante, etc. pour gérer ça. Et dans ce cas, ce serait tout simplement de dire, je sais pas, bonjour Facebook, donnez-nous un chèque, en échange on fait en sorte que votre plateforme elle soit relativement safe, et si vous voulez, vous pouvez faire de la com pour dire que vous êtes plutôt sympa. Et respecter le droit européen quand même, ce qui semblerait assez sympa aussi. Merci. Et donc, Big Damap, c'est ça? Big Damap. Ok. Super pitch et merci de l'avoir fait. Ma première question, ce serait en termes de technologie. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a déjà un démonstrateur? On en parlait un peu backstage. Si tu peux nous expliquer tout ça et où est-ce que tu en es par rapport à ça? Du coup, niveau technologie, on a tout mis au point pendant ma thèse qui s'est terminée l'année dernière. Donc les produits sont déjà accessibles, entre guillemets, et ils se basent sur de l'open source. Donc l'idée, c'est d'analyser des images aériennes, satellites, avec l'intelligence artificielle pour détecter les arbres, calculer leur hauteur. Et à partir de ça, en fait, on est capable de modéliser d'une certaine manière la biodiversité, comment elle se distribue sur le territoire, et surtout de pouvoir traiter non seulement les problèmes de biodiversité et climatiques, microclimatiques sur les îlots de chaleur urbains. Voilà, l'idée, c'est d'optimiser les aménagements via ces technologies-là, les modélisations, et tester des scénarios avant même qu'ils arrivent. Super. Et alors, tu as une idée de ma prochaine question, hein, c'est l'argent. Il vient d'où l'argent? C'est qui paye? C'est mon argent personnel dans un premier temps. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer petit à petit, mais on envisage aussi de grossir assez rapidement pour développer de nouvelles technologies. On a 1000 idées à la seconde, un enfer pour les directeurs de thèse, mais vraiment des super solutions pour vous. Super. Et peut-être, quand tu pitchais, tu m'as vachement fait penser au fondateur de Final CAD, qui est une boîte qui aujourd'hui, tous les ingés, tous les gens qui font un peu des choses physiques, ils pensent à ça. Et lui, il disait que sa vision, c'était de donner les meilleurs outils à ceux qui prennent des décisions et ceux qui dessinent le futur de demain. Et je me disais, peut-être que ta solution, tu peux la mettre dans les mains de ces ingénieurs, de ces architectes, de ces designers. Et donc peut-être que c'est un truc que tu peux aller chercher pour ce qu'on appelle nous dans le métier productiser, c'est-à-dire passer de la tech et marche à avoir un produit qui est utilisé par des gens qui accessoirement payent. Super idée, je suis partant. Et l'autre conseil, c'est quand même, avec Lucrezia, vous avez sûrement des complémentarités, et c'est aussi tout l'objet de ces événements.
c'est que les entrepreneurs entre eux, en fait, discutent entre eux pour voir cette complémentarité. Donc, très clairement, je crois que c'est un début d'un long échange. Bien sûr, un des leviers qui est ultra important dans l'application de ces changements d'aménagement, c'est la connexion entre les acteurs. C'est ce que propose Lucretia. Et en fait, il y a les personnes qui font, les personnes qui font des analyses avant tout ça, mais si elles ne sont pas mises en contact, ça ne voit jamais le jour. Donc vraiment, les connexions, c'est le futur. Tout à fait. Bravo à vous. Bravo. Vous avez peut-être encore une chance de voter très rapidement, maintenant qu'ils ont défendu un peu leur projet. Donc je vous laisse reprendre votre place dans le public. Encore merci pour votre intervention. Oui, continuez à voter surtout. Et nous, on va vous laisser pour la dernière session. Amusez-vous bien.